tous et pour cette dernière séance de la première partie, puisque justement nous allons avoir un break de 3 semaines en fait. Hein. On va se retrouver que en début mars. Hein. Compte tenu de cette coupure un peu longue, je me suis dit que plutôt que de traîner encore sur le chapitre précédent où il me manquait un petit morceau à la fin, plutôt que de le faire maintenant, je laisse tomber et je passe carrément donc à ce topo sur Jean Prouvé que je peux boucler là, je crois honnêtement, sur cette séance. Comme ça sera fait et on pourra à ce moment-là reprendre à la rentrée prochaine avec un topo du même ordre sur Charlotte Perriand. Et l'intérêt, c'est justement de faire un peu un parallèle entre ces deux personnages qui ont eu une grande importance dans l'histoire et de l'architecture et également de l'ameublement et de l'architecture d'intérieur. Donc c'est à ce titre-là que je les ai rapprochés et que je les traite ensemble. En même temps, ils ont un parcours chronologique presque parallèle. Tous les deux sont nés dans les premières années du XXe siècle. Bon, Jean Prouvé s'est éteint à l'âge de 83 ans, vous voyez, en 1984, tandis que Charlotte Perriand, conformément à l'écart de longévité entre les hommes et les femmes, mais un peu plus que ça, même elle est arrivée à l'âge de 99 ans, puisqu'elle est morte presque à l'orée du XXIe siècle. Alors vraiment, elle a parcouru tout le XXe siècle, et son histoire est d'autant plus intéressante. Alors donc pour aujourd'hui, Jean Prouvé donc ici photographié. Je pense que j'ai pas les références précises, mais je pense que c'est à peu près il devait avoir la soixantaine par là quand il a été photographié, et je crois que c'est quelque part dans sa maison à Nancy, car c'est vraiment un Nancéen, on va en parler, et justement dans cette villa maison qu'il a construite juste dans la périphérie de Nancy. Il a utilisé notamment, c'est pour ça que j'utilise cette photo, un de ses matériaux fétiches, ce sont les tôles d'acier perforées que vous voyez à l'arrière-plan, qui sont un des matériaux qu'il va utiliser très souvent, notamment dans les années 50 à 60 en particulier. Alors Jean Prouvé, donc, c'est à la fois, il est salué par ses pairs, hein, architectes, comme un des grands constructeurs et quelqu'un qui a vraiment imaginé des formes inédites qui ont beaucoup marqué la corporation des architectes modernes en particulier. Mais en même temps, donc, il a beaucoup travaillé à la conception d'un ameublement moderne, adapté aux besoins nouveaux de la population et d'un coût raisonnable. Donc il est en même temps donc à la fois un constructeur et quelqu'un qui a travaillé dans ce qu'on appelle de manière générale le design, mais qui s'applique peut-être pas très très bien pour lui. Je vous expliquerai plus, dans le courant du topo. Donc, pour en revenir à notre personnage, vous voyez que j'ai choisi comme titre un constructeur bricoleur de génie, et il n'y a pas le mot d'architecte dedans. Parce que le paradoxe de ce bonhomme, c'est qu'il a construit pendant des décennies, mais il n'a jamais été ni architecte ni ingénieur. Il n'a eu aucune des deux formations pour des raisons familiales, enfin, je veux dire, de revers de fortune, que je vais vous préciser à l'instant. Mais malgré tout, il est considéré comme un des grands constructeurs du XXe siècle, et en même temps, quelqu'un qui a su penser et réaliser des structures, en particulier structures métalliques, tout à fait étonnantes, et qui ont marqué l'époque. Alors, pour aborder à peu près les principaux aspects de sa production, j'ai choisi 4 entrées que vous voyez là, que je repréciserai à chaque fois que je vais les aborder. La première va nous montrer un petit peu ses débuts dans la ferronnerie d'art jusqu'à son choix définitif de la construction métallique, donc dans les années 20-30, on va dire en gros, et au cours des années 30 et surtout à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la conception
d'habitations démontables, transportables, et donc légères, qui peuvent être conçues de manière industrielle, qui va d'abord imaginer pour l'armée. Nous sommes en 1939, au moment des débuts de la guerre et jusqu'à la libération. Puis ensuite, nous aborderons la question donc de la conception des meubles et donc de ce qu'on pourrait appeler le design de Jean Prouvé. Et je terminerai donc en évoquant les conceptions de grandes structures, notamment des halls en particulier, qui vont faire sa renommée en tant que constructeur architecte, si j'ose dire. Voilà en gros les entrées. Et tout de suite, donc, essayons de comprendre qui est ce Jean Prouvé. Un enfant de l'école de Nancy, parce qu'effectivement, il est né à Paris, mais en fait, il a passé la plus grande partie de son enfance et de sa jeunesse à Nancy, d'où son père est originaire. Alors il est né vraiment sous une bonne étoile en tant que créateur, puisque sur ses fonds baptismaux, si j'ose dire, se sont penchés son père d'abord, Victor Prouvé, qui est un des fondateurs, le fondateur le plus connu de ce qu'on appelle l'école de Nancy. Et son parrain, c'était Émile Gallé, verrier d'art et également cofondateur avec son compère Victor Prouvé de cette fameuse école de Nancy. Cette école de Nancy, je l'ai traitée moi-même il y a quelques années dans un cours général sur les grands courants de la modernité en Europe au XXe siècle. Donc, si vous avez assisté à ce cours, peut-être vous vous en souvenez, puis il y en a parmi vous qui ne l'ont pas suivi. Dans l'école de Nancy, je précise en quelques mots, Nancy a été, au tournant du 19e et du début du 20e siècle, le principal foyer de ce qu'on appelle communément l'Art Nouveau, du début du 20e siècle, au même titre que Paris. Tout le monde connaît à Paris Hector Guimard et, par exemple, les entrées de métro qu'il a conçues à cette époque-là pour les premières lignes du métro parisien. Mais beaucoup de Français ignorent que Nancy a été, en tant que ville, le grand foyer de l'Art Nouveau et où donc a été élaborée une partie de ce grand patrimoine qui a été assez court dans le temps, disons entre les années 90 et jusqu'à la guerre de 14. Vous voyez, en grosso modo, une vingtaine d'années au cours desquelles l'art dit nouveau s'est exprimé, à la fois en France et un peu partout en Europe, sous d'autres appellations, comme le Jugendstil en Allemagne, par exemple. Vous voyez, bon, tous les grands foyers artistiques européens ont connu à ce moment-là un mouvement de renouveau artistique et créatif qui s'est appelé en France et en Belgique l'Art Nouveau. Voilà. Du nom d'un magasin, d'une galerie d'exposition à Paris, qui a été la première à montrer des objets inspirés par cet Art Nouveau et qui s'appelait donc l'Art Nouveau et qui a donc donné son nom à ce mouvement. Alors, une des caractéristiques de ce mouvement a été d'essayer de marier l'art et l'industrie. Et ça, c'est important pour comprendre les débuts et, disons, les conceptions générales de Jean Prouvé. Marier l'art et l'industrie et essayer de produire donc des objets décoratifs, notamment, qui soient à la fois représentatifs de la modernité, tout en utilisant éventuellement des techniques de fabrication, je dirais artisanales, un peu anciennes, mais remises au goût du jour en quelque sorte. Voilà un peu l'esprit, mariage de l'art et de l'industrie, avec l'idée qu'il faut imaginer un art nouveau à même de répondre aux besoins de la population du XXe siècle. Voilà un peu l'esprit qui anime l'école de Nancy. Alors il se trouve que le jeune Jean Prouvé n'a pas pu faire d'études parce que son père a eu un revers de fortune assez considérable qui fait qu'il n'a pas pu lui payer d'études du type, ça aurait pu être les Beaux-Arts à Paris, mettons, par exemple, ou bien une école d'ingénieurs de prestige, à Paris aussi peut-être, mais donc voilà, ce qui fait que ce jeune garçon qui était plein de talent apparemment n'a pas pu faire les études qu'il pouvait espérer. Et il a été mis en apprentissage en quelque sorte. Il a été mis en apprentissage auprès de ferronniers d'art
à Paris, que Victor Prouvé, par ses liens évidemment entre artistes du même milieu, a pu lui procurer. Et donc il a été pendant quelques années en formation auprès de ferronniers d'art de grande renommée à Paris, et qui l'ont aidé à éclore et à faire évoluer ses talents. Ce qui fait donc qu'il n'a jamais été, tout en étant privé d'études techniques, vous voyez, de type ingénierie par exemple, ou en architecture, il a quand même toujours baigné dans le milieu artistique. Il a été imprégné depuis sa jeunesse dans cette atmosphère-là. Et donc, ce n'est pas très étonnant que finalement, il ait réussi à tirer son épingle du jeu. Et en effet, par le biais du réseau de relations de son père, il va entrer en contact, notamment, et ça c'est très important, avec l'architecte dont je vous ai parlé, Mallet-Stevens. Donc, vers 1925-26, il entre en contact avec Mallet-Stevens, avec Robert Mallet-Stevens, qui à cette époque-là est en train de construire, en 26-27, une série de villas, d'hôtels particuliers, dans le 16e arrondissement, dont le sien, son hôtel particulier, et où il y a également son agence et son atelier, où il travaille. Et cette sorte de ruelle ou d'impasse se trouve dans le 16e arrondissement. Il y a 5 hôtels particuliers, dont celui des frères Martel. Et ça se trouve à proximité, si vous allez dans le 16e un jour visiter cet endroit. Il y a à côté cette impasse où il y a donc 5 réalisations de Mallet-Stevens, et à 300 ou 400 mètres à peu près, il y a la fondation Le Corbusier. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups et visiter deux endroits tout à fait intéressants de la création du XXe siècle. Donc, c'est par ce biais-là qu'il va pouvoir exprimer son talent auprès de Mallet-Stevens, se faire connaître auprès de lui et réaliser plusieurs entrées de ces hôtels particuliers, dont celui par exemple que vous voyez ici, de l'hôtel Reffenberg, avec à la fois cette entrée vitrée ici, que vous voyez, c'est une photo ancienne, ça c'est une photo prise récemment, il y a une dizaine d'années, 7 ou 8 ans. Et puis voilà, de l'intérieur, la belle grille, vous voyez, d'entrée, cette spectaculaire grille, mais d'esprit, vous voyez, déjà très moderniste. Hein. Il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment une esthétique tout à fait dépouillée et tout à fait intéressante à l'entrée de cet hôtel Reffenberg. À côté, il réalise également 2 entrées, toujours en fer forgé finalement, en fait c'est la ferronnerie d'art, pour les frères Martel qui ont un hôtel particulier juste à côté, à 10 mètres à côté. Donc je vous les montre pour que vous voyez qu'à cette époque-là, le jeune Jean Prouvé est encore un ferronnier d'art, il n'est pas encore un constructeur, ce qu'il va devenir progressivement. Et pour finir, la dernière réalisation que vous pouvez voir à Paris, et tout à fait magnifique, hein, vraiment, c'est l'entrée du palais de la Porte Dorée qui a été réalisée à l'occasion de l'Expo coloniale de 1931. Ce palais est aujourd'hui le siège du musée de l'immigration, dont l'actuel ministre de l'Éducation nationale a été il y a quelques années le directeur. Donc devant cette entrée de la Porte Dorée, donc qui était l'entrée monumentale un petit peu de l'Expo coloniale de 1931, Jean Prouvé donc réalise ce portail qui est très beau, mais qui pour lui marque un peu une césure. À partir de là, il ne fera plus de travaux de ferronnerie d'art, et désormais il va se tourner vers des questions de construction, donc d'architecture. Et toujours par le biais de Mallet-Stevens et de tout ce milieu d'avant-garde moderniste qui tourne autour de lui, il va entrer en contact avec des gens comme Le Corbusier, comme Charlotte Perriand, qui également fait ses débuts à ce moment-là, et d'autres. Et c'est tout
tout ce petit groupe d'artistes et de créateurs vont fonder en 1929 l'UAM, l'Union des artistes modernes, qui se voudra le porte-drapeau du courant moderniste dans notre pays. Et il participera donc à la plupart des expositions qui vont se tenir à différentes occasions, notamment à la première, vous voyez ici l'affiche de la première exposition de 1930, au cours de laquelle il va exposer des sièges en particulier. Et c'est là qu'il va donc utiliser vraiment, pour la première fois, ce matériau qui va devenir central dans ses productions, la tôle d'acier, qu'il va traiter évidemment de manière particulière pour l'utiliser comme matériau constructif. Voilà. Donc le voilà déjà marqué dans le sillage du courant moderniste de notre pays, et il va donc commencer à ce moment-là une longue carrière qui va donc durer, on est à la fin des années 20, il va s'arrêter à 1900, on peut dire à 1971, il arrête vraiment sa carrière. À ce moment-là, il a fini, d'ailleurs c'est intéressant, il a fini sa carrière comme enseignant au Conservatoire national des arts et métiers, qui est quand même un des hauts lieux de la formation des ingénieurs en France. Et donc, lui qui n'a jamais été ingénieur, qui n'a jamais eu le titre d'ingénieur, enseigne aux arts et métiers à des futurs ingénieurs ou des futurs architectes. Parmi ces jeunes étudiants de l'époque, la fin des années 60, il y aura un jeune architecte italien venu de Gênes, qui s'appelle Renzo Piano, et qui pendant quelques années va suivre son enseignement. Et on voit là très bien la filiation qui existe dans la façon de concevoir les immeubles, la construction, entre donc l'enseignement et les réalisations de Jean Prouvé et le jeune architecte qui s'appelle Renzo Piano. Je vous rappelle que Renzo Piano, c'est lui qui a réalisé avec Richard Rogers le centre Beaubourg, hein, qui a marqué un coup de tonnerre dans le paysage architectural parisien. Alors voilà les débuts justement de Prouvé en tant que concepteur de meubles. C'est à l'occasion de la construction de la résidence universitaire nancéenne de Montbois, vous voyez, 1932. Vous voyez, un très beau bâtiment, c'est pas lui qui l'a conçu, hein. C'est un architecte local, mais c'est un très beau bâtiment, vous voyez, d'esprit moderne et en même temps inspiré par l'art décoratif, dans lequel Prouvé va recevoir la commande de 70, il va devoir équiper 70 chambres d'étudiants. Et voilà une photo d'époque qui vous montre l'équipement d'une chambre d'étudiants de base dans cette résidence à l'époque. Vous voyez que là, hein, il y a quand même une rupture esthétique avec les habitudes de l'ameublement jusque-là dans notre pays. Et vous voyez donc à la fois un fauteuil qui va faire sa célébrité ici, qui va être qui va connaître différentes formules au cours du temps, mais qui fondamentalement, les lignes générales sont fixées à ce moment-là. Un lit, une bibliothèque, enfin un rayonnage, une table de travail avec une chaise et une lampe. Voilà, vous voyez, ce mobilier sommaire mais essentiel, rationnel, qui va être fourni par donc Prouvé à cette occasion. Et voilà aujourd'hui photographié au sein de la galerie Patrick Seguin, qui détient en France, qui est la galerie qui possède le plus d'œuvres de Jean Prouvé. Donc voilà, en couleur, dans les couleurs d'origine, à quoi ressemblait ce mobilier, qui a été donc conçu là déjà avec l'utilisation principale de la tôle d'acier pliée, dont il expérimente les vertus à cette occasion, qui est utilisée à la fois pour les montants du lit, le chevet et les montants du lit, mais aussi pour ici les montants du fauteuil, également des étagères. Donc l'acier est présent dans tous ces meubles, soit sous forme de tôle pliée, ou soit sous forme éventuellement de tubes, ici, sur cette chaise en particulier. Voilà de plus près à quoi ressemble ce fauteuil qui s'appelle Cité, Cité universitaire,
qui donc est devenu, qui a contribué à asseoir sa notoriété à ce moment-là, qui est composé donc, vous voyez, ici de montants porteurs en acier plié, ici et là, avec une assise en tissu et en cuir, et ici également des bras en cuir réglables. Voilà en gros l'assemblage de ce fauteuil, les matériaux utilisés pour ce fauteuil. Et vous voyez toujours, ici, vous voyez le bureau de travail et la chaise de travail, un souci de réaliser, ça faisait partie du cahier des charges, hein, de la commande qu'il était. Il fallait réaliser des meubles simples, faciles à utiliser, faciles à entretenir et bon marché. Donc c'était le cahier des charges, et je crois qu'il a en grande partie répondu et qu'il a vraiment fabriqué les meubles qu'on lui demandait. Vous remarquez également ici, pour la table, l'utilisation de l'acier. Et là, on en arrive, je vais revenir sur les meubles après, donc je vais consacrer une partie à vous détailler un petit peu les meubles qu'il a réalisés entre les années 30 et les années 50, hein, évidemment. Je ne me contente pas je vous montre simplement son cheminement à ce moment-là, comment il passe de la ferronnerie d'art à la fabrication de meubles standardisés, avec l'idée de les industrialiser et avec l'idée qu'il faut équiper de manière massive les résidences universitaires qui commencent à fleurir à ce moment-là. Hein. C'est l'époque où, à Paris, on réalise la cité internationale. Vous voyez, donc, c'est dans ces années-là que les premières cités universitaires voient le jour dans notre pays. Et nous sommes en 1935-36, il reçoit une commande conjointe avec les architectes Baudouin et Lotz, que nous avons rencontrés précédemment. Baudouin et Lotz, c'est ceux qui ont conçu la cité de la Muette à Drancy. Vous vous rappelez, hein, que je vous ai décrit un peu en détail comme étant qu'on peut considérer comme le premier grand ensemble conçu pour accueillir des logements bon marché dans notre pays. Cette même équipe d'architectes va travailler de même avec... Alors, j'ai oublié de dire à propos de la Muette à Drancy que il y a travaillé aussi. C'est lui qui a conçu tous les châssis des portes et des fenêtres de la cité. Donc il s'engage, vous voyez, dans la fabrication de seconde œuvre à l'échelle industrielle, parce qu'il y en a des centaines et des centaines sur l'ensemble de la cité. Donc voilà le chemin qu'il parcourt. Et une des réalisations les plus spectaculaires, c'est la Maison du Peuple de Clichy, qui est réalisée, vous voyez, dans les années qui précèdent la guerre, et que voici photographiée à l'époque, lorsqu'elle a été réalisée. Et que voilà, aujourd'hui, je l'ai photographiée il y a 5 ou 6 ans, me semble-t-il, à peu près. Donc vous voyez, elle est restée dans son état, hein, originel à peu près, elle est presque dans son jus. Donc elle est vraiment, elle a résisté à l'épreuve du temps. Hein. Donc pourquoi Clichy? Ben parce qu'à l'époque, Clichy, contrairement à aujourd'hui, où ça s'est quand même embourgeoisé, hein, Clichy était une ville, ça faisait partie de la fameuse ceinture, hein, des municipalités soit communistes, soit socialistes, c'est-à-dire SFIO à l'époque, et justement, la mairie de Clichy, à l'époque, était SFIO. Et donc, dans ce cadre-là, comme dans beaucoup de municipalités en France de l'époque, on a construit des maisons du peuple, c'est-à-dire des sortes de maisons qui jouent à la fois le rôle de bourse du travail éventuellement, vous voyez, dédiées aux syndicats, mais aussi de lieux de culture où l'on pouvait organiser des représentations théâtrales ou des projections de cinéma. Vous voyez, on imagine à l'époque des sortes de complexes comme ça dans ces municipalités qui se veulent progressistes et qui veulent offrir à une population en gros laborieuse, si vous voulez, des services municipaux intéressants, et y compris parfois des services médicaux par exemple pour les nouveau-nés, des choses comme ça. Donc voilà pour le contexte un petit peu de Clichy à l'époque. Et voilà quelques photos qui vous rendent compte, vous voyez, de l'état actuel de l'édifice, qui, vous voyez, a très bien résisté à l'épreuve du temps, comme je disais précédemment. Alors l'intérêt pour nous, c'est que là,
prouvé, met en œuvre à une échelle importante les procédés de construction qu'il a imaginés depuis quelques années, avec une ossature métallique interne et comment dire, des bardages, une clôture constituée de ces éléments métalliques sur lesquels il travaille donc depuis les années 30, depuis le début des années 30. Avec, vous le voyez ici, soit des parties, voilà, une vue latérale qui rend mieux compte, donc des parties vitrées, avec, vous voyez, une ossature très légère en façade, une marquise qui fait un peu le tour de l'édifice, et puis ici une partie où on imagine qu'il y a des bureaux, des salles de réunion, des choses comme ça. Partie plutôt administrative ici, cette partie-là, avec, vous voyez, une clôture faite de panneaux métalliques, comment dire, enfin complet quoi. Ici, vous voyez également la toiture, vitrée ici, et qui est couverte de bardage de ce côté-là, et qui est prévu pour coulisser, se déplacer, de manière à ouvrir éventuellement cette toiture et laisser circuler l'air, ou bien à l'occasion de fêtes nocturnes en plein air, lorsque le temps s'y prête. Parce que, en effet, et voici la maquette qui vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de cet édifice. Voici cette maison du peuple, avec donc, il y a au moins deux fonctions fondamentales différenciées. À l'origine, c'était une place où se tenait tous les jours un marché en plein air, vous voyez. Et donc, pour le mettre à l'abri, on conçoit un marché couvert. Donc, première fonction de l'édifice, ici au rez-de-chaussée, se tient tous les jours un marché alimentaire. Et à l'étage, au-dessus, c'est les fonctions culturelles et civiques qui sont là à l'honneur. Donc, il y a ici une grande salle, si vous voulez, qui elle-même peut se subdiviser en fonction des spectacles ou de ce qui est représenté, et qui est donc composé d'un plancher amovible, qui est ici, qui peut s'ouvrir ou se fermer, en particulier au moment où il y a le marché, de manière à assurer une circulation de l'air. On ouvre le plancher, on ouvre la toiture, et on laisse circuler l'air. Donc pour des régions d'hygiène, il conçoit comme ça des parties amovibles. Mais en même temps, ces parties amovibles sont conçues de manière à pouvoir agrandir ou rétrécir l'espace culturel selon les manifestations qui ont lieu. Ça peut être des représentations théâtrales, ça peut être des projections de films, ça peut être des conférences, ça peut être une fête où on ouvre en grand et on organise un grand bal avec un orchestre sur l'estrade, vous voyez. Donc ça se prête à de multiples combinaisons. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard les multiplexes, les complexes avec la plupart des villes. Mais à l'époque, c'était une nouveauté. Et par ces procédés constructifs, ça a beaucoup frappé les contemporains. Alors voici justement la configuration grande salle, vous voyez, pour des représentations de grande ampleur. Et vous voyez justement l'ossature extérieure avec ces panneaux vitrés intégralement, qui sont donc déjà, il est un des inventeurs de ce qu'on va appeler le mur rideau, la façade rideau, qui va devenir la règle dans l'architecture moderne, en particulier penser les gratte-ciel de bureaux et d'affaires de l'après-guerre, new-yorkais ou autres. C'est donc, il est un des constructeurs qui a pensé ce nouveau type de bâtiment avec ces murs rideaux très légers qui sont simplement accrochés à la façade grâce à une ossature porteuse qui permet justement d'effacer complètement les murs porteurs. Le Corbusier travaille à la même chose au même moment. Il travaille lui aussi à ce qu'il appelle donc le plan libre, qui est justement fondé sur l'idée qu'on peut réaliser des planchers sur lesquels de simples poteaux porteurs permettent de se libérer complètement des murs de refend et des murs porteurs. Et la clôture du bâtiment peut se résumer à simplement des panneaux que l'on peut agencer selon les besoins, selon le goût du commanditaire, etc. Donc ici, voilà par exemple, on voit très bien ici
les panneaux amovibles qui pouvaient donc être placés ici. Il y avait 60 panneaux qui pouvaient donc être rétractés ou déployés selon les fonctions de l'édifice. Voilà son état aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le plancher amovible a disparu, il a été remplacé par une dalle de béton, vous voyez. Mais par contre, la clôture amovible est toujours en place et peut servir encore aujourd'hui. Voilà, je vous montre un détail du système d'accroche de la marquise. Où vous voyez justement, chez Prouvé, toujours ce souci de la simplicité des moyens et l'efficacité du parti constructif. Voilà l'état actuel de ces panneaux amovibles de la salle de concert. Et voilà l'état de la scène qui pouvait être donc reconfigurée selon les manifestations. Donc actuellement, dans la ville de Clichy, il y a un grand débat parce que va-t-on... Cet édifice est classé monument historique. Pour l'anecdote, il a été classé monument historique au début des années 80, à l'époque où Jack Lang était ministre de la Culture et où le maire de Clichy était Jacques Delors. Donc, ça facilite les choses, je veux dire. Donc, le classement en monument historique a été réalisé à ce moment-là pour protéger cet édifice qui donc figure dans toutes les... Si vous feuilletez l'histoire de l'architecture moderne, hein, vous trouverez très fréquemment la maison du peuple de Clichy. Ça fait partie, là aussi, des grandes icônes de l'architecture moderne. Donc, il convenait quand même de le protéger. Il a été classé. Maintenant, la question se pose aujourd'hui, dans la ville de Clichy d'aujourd'hui, que peut devenir cette maison du peuple? Alors, il y a un projet qui est polémique, qui a fait polémique. Donc, je vous le montre rapidement. On a fait appel à Rudy Ricciotti, dont vous connaissez les talents pour concevoir des immeubles avec son matériau fétiche, le béton fibré ultra haute performance, le ductal. Il a été donc contacté pour élaborer un projet qui était rien moins que ici une tour qui aurait abrité un hôtel de luxe Hyatt, de la chaîne Hyatt dont je vous ai parlé. Vous voyez, donc, hôtel, ce sont des palaces, choc historique et culturel entre une maison du peuple conçue dans les années 30 et un hôtel de luxe, qui se serait dressé au-dessus de cette maison du peuple. Alors, je ne sais pas où en est actuellement le débat à Clichy et comment on a avancé les choses. En tout cas, à l'époque, il y a quelques années, ce projet a fait polémique, évidemment, et c'était dans l'attente d'une résolution. Mais enfin bon, ça me paraît quand même un peu compromis, je crois, vu la virulence des réactions à la fois dans Clichy et puis dans le milieu professionnel, dans le milieu des architectes quand même. C'était un petit peu une négation de ce monument historique à proprement parler, qu'est la maison du peuple. Alors voilà, j'avais photographié les éléments de discussion, les éléments que la mairie de Clichy avait apposés autour pour montrer quel était le projet envisagé. Voilà, alors deuxième partie, maintenant, nous arrivons, pour l'anecdote, j'ai appris en me documentant que cette maison du peuple elle devait être inaugurée en octobre 39. Vous voyez la date. Octobre 39, ça tombait plutôt mal, puisque la guerre est déclarée le 1er septembre 1939, hein, avec l'invasion de la Pologne. Donc, l'inauguration a été compromise et elle a été reportée un peu plus tard, au printemps suivant. Le printemps suivant, c'était mai 40, vous voyez. Donc, elle a été inaugurée en mai 40 avec, je crois, la réunion d'un conseil fédéral du parti de la SFIO du département de la Seine, réuni à ce moment-là, pratiquement une semaine avant l'invasion de l'armée allemande. Donc voilà, ça c'est le petit élément comme ça
à connaître parce que c'est assez rigolo de connaître le destin de ce bâtiment à ses débuts. Alors maintenant, nous sommes au moment de la guerre et il est sollicité par l'armée pour essayer de concevoir des cabanes, sortes de cabanes, des baraques, pour l'armée, qui seraient utilisables et donc faciles à monter, à démonter. L'idée, c'est que l'armée puisse disposer, que certaines unités militaires puissent disposer d'un baraquement bivouac transportable, léger et montable en 2 heures, en gros, 2 heures ou 3 heures ou quelques heures au maximum, par 2 bidasses, quoi. Vous voyez, avec un sous-chef qui donne les ordres. En gros, c'est ça, hein, l'organisation de l'armée, il y a des bidasses et des sous-chefs. Donc il faut qu'en 2-3 heures, cette baraque soit montée. Allez, débrouillez-vous avec ça et pondez-moi un projet. Alors, vous voyez les croquis de Prouvé, où il essaie d'imaginer avec quoi on peut fabriquer ça. Ben, on reprend des éléments métalliques que vous voyez ici. Voilà la démonstration faite par la galerie Patrick Seguin, qui possède, je crois, au moins une vingtaine d'exemplaires de ces baraques qu'ils ont récupérés. Et donc, vous voyez une ossature métallique avec des éléments très simples que l'on peut dresser très facilement, avec des clics-clacs. Vous voyez, on peut très bien imaginer comment tout ça s'assemble et se boulonne rapidement. Et puis très, très vite, on peut poser un plancher, et puis des éléments de fermeture, de clôture, et puis une toiture légère qui vient par-dessus. Et voilà, en quelques heures, vous avez des baraquements qui peuvent abriter de 4 à 12 hommes et qui peuvent être transportables en camion rapidement d'un théâtre d'opération à une autre. Vous voyez, donc voilà l'esprit qui anime l'armée dans cette commande et auquel répond Jean Prouvé. Alors l'intérêt, c'est qu'évidemment, il s'essaye à un type de construction qui va multiplier par la suite, après-guerre, et qui va faire sa renommée. Par exemple, quelques années après, pour les réfugiés d'Alsace-Lorraine, il conçoit ces baraques qui sont déjà plus grandes, ces maisons préfabriquées, 6 sur 6, vous voyez, donc, il y a à peu près la surface à 1 mètre carré. Et j'ai glissé là une citation de Jean Prouvé lui-même, qui dès 1939, vous voyez, signale que ces petites maisons qu'il imagine, en s'arrangeant un peu, on peut très bien imaginer qu'elles vont devenir des maisons plus ou moins pérennes après la guerre. Et voilà, là encore, la démonstration de la facilité de montage de ce type de maison, on pourrait dire maison nomade, puisqu'on peut très bien l'implanter quelque part, et puis, selon les besoins, la déplacer ailleurs. Donc voilà, alors c'est là qu'il inaugure en particulier une technique de montage tout à fait, qui va multiplier et moduler selon les cas, avec des béquilles, en général métalliques, donc où il utilise là des techniques d'acier forgé, des choses comme ça, pour fabriquer des béquilles, qui sont le support de poutres, ici une poutre en treillis, vous voyez, en fer, qui constitue l'épine dorsale, l'ossature centrale de la maison, sur lequel viennent s'articuler des éléments de toiture ici, de support de toiture, et des éléments de contreventement sur les côtés. Mais très peu. Tout ça est très léger, et on peut très bien imaginer que là aussi, en quelques heures, avec des ouvriers qualifiés, habitués à ce travail, on peut très bien monter ce genre de maison en urgence, puisque c'est conçu pour les réfugiés d'Alsace et Lorraine de la fin de la guerre. Et donc, vous voyez, à partir de ces premières réalisations, il conçoit toute une série de bâtiments aux fonctions différenciées, mais s'appuyant toujours sur le même procédé de montage. Donc, des béquilles, dont vous voyez plusieurs exemplaires ici, avec des formes différentes et des matériaux différents. Ici, c'est du bois. Ici, c'est métallique, et s'appliquant donc à des programmes différents. Ici, ça peut être une maison d'habitation, comme précédemment. Ça peut être ici un bâtiment qui fait office de bureau. Voilà, ici un exemple. Ou bien ici une école nomade, comme il l'appelait lui-même,
un bâtiment provisoire abritant des élèves en attendant la construction en dur d'une vraie école, en tout cas des bâtiments provisoires mais bien conçus. Donc ça peut répondre à tout un tas de fonctions différenciées et toujours avec des principes constructifs très simples et faciles à utiliser par une main-d'œuvre qui n'a pas besoin d'être hyper qualifiée. On n'a pas besoin de maçons et de charpentiers de grande qualité, on a besoin d'ouvriers qui savent mettre en œuvre des matériaux simples à utiliser. Donc, à tout point de vue, la pensée de Prouvé, c'est d'essayer de trouver des formules qui permettent de réaliser un habitat simple et peu onéreux à tout point de vue, tant du point de vue des matériaux utilisés que du point de vue du temps passé à les construire et donc du coût de la main-d'œuvre. Voilà par exemple une réalisation du même style avec ici du bois à la place des béquilles métalliques. Et voilà au contraire ici des béquilles métalliques et avec un aménagement d'aujourd'hui, vous voyez comment on peut très bien réaliser un habitat léger, très à la mode en ce moment. Hein. Tout le monde propose des cabanes à louer, un habitat léger, etc. Bon, ben, on est déjà dans cet esprit-là. C'est tout à fait des formules applicables à des questions d'aujourd'hui, contemporaines. Donc, c'est pour ça que des gens comme Le Corbusier ou Charlotte Perriand, comme Jean Prouvé ou comme Charlotte Perriand qui a mené des expériences un peu parallèles, sont aujourd'hui réhabilités en quelque sorte, hein, parce que précisément, ils offrent des formules qui peuvent s'appliquer dans les problématiques d'aujourd'hui. Alors voilà un exemple justement de bureaux, d'un ensemble de bureaux construits selon les mêmes méthodes de béquilles métalliques avec une poutre centrale porteuse et qu'on peut très bien imaginer allongé à l'infini selon les besoins. Vous voyez, on construit un premier bâtiment, puis on peut très bien, très facilement, concevoir une extension. Alors, je vous remarquez qu'au passage, ces bureaux provisoires qui ont été construits à Issoire, il y a une usine très importante d'ailleurs, qui fabrique des aciers et des métaux spéciaux, des alliages qui entrent, c'est une usine stratégique, hein, dans l'armement d'aujourd'hui. Donc à Issoire, c'est au sud de Clermont-Ferrand, cette usine existe depuis les années 20, je crois, et donc à l'époque, elle a eu besoin de nouveaux bureaux, et vous voyez que les noms de Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret sont associés à cette réalisation. Donc ils sont non seulement très proches, mais en même temps, souvent, ils collaborent à des projets communs. Je rappelle que Pierre Jeanneret est le cousin de Le Corbusier. Après-guerre, toujours, maintenant, vous voyez, au début des années 50, le ministère, le fameux ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme de l'époque, donc lui commande une cité expérimentale à Meudon, dans la région parisienne, donc, et voilà le plan masse de ce lotissement qui existe toujours, hein, où il y a donc deux types de pavillons qui sont proposés par Prouvé, et dont il espère une commande. Il espère qu'à partir de là, le ministère va lui commander des centaines d'exemplaires de ces pavillons de banlieue. Les voilà photographiés à l'époque, vous voyez, avec des voitures d'époque, hein. Une 203 là, par exemple. Et puis, aujourd'hui, ils sont toujours là, hein, donc là aussi, elles tiennent la route. Tant sur le plan esthétique que constructif, elles sont toujours présentes et ne demandent pas un entretien excessif. Donc, de ce point de vue aussi, c'est intéressant de concevoir un habitat qui ne demande pas trop d'entretien à ses habitants. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est bien entretenu, c'est en bon état, avec un soubassement maçonné en pierre, et puis une plateforme sur laquelle est installé l'habitat proprement dit. Et vous remarquez l'alternance des panneaux pleins ou des panneaux ajourés par des ouvertures. Vous voyez, on a là aussi, on imagine, une facilité de fabrication de ces panneaux qu'on peut fabriquer facilement et assembler facilement. Je m'empresse d'ajouter que ces panneaux sont isolés, hein, il y a de l'isolant à l'intérieur, ce n'est pas des panneaux posés comme ça, c'est pas un hangar. Hein. Et puis nous arrivons à un des moments importants et
quand même symboliquement important dans l'histoire de ce type d'habitat, c'est la proposition de la maison des jours meilleurs que l'abbé Pierre lui a demandé d'imaginer. Vous vous rappelez que l'abbé Pierre a lancé son fameux appel au cours de l'hiver 54. Il appelle au secours, à la radio, il y a des gens qui meurent de froid dans la rue, et c'est à partir de là qu'il va y avoir tout un mouvement qui va s'organiser pour venir en aide à ces sans-logis, qui sont nombreux ou mal logés de notre pays à cette époque-là. Donc c'est ainsi qu'il conçoit pour 1956, et alors 56, parmi vous il y a des gens qui étaient là, en 56. Je ne sais pas si vous vous souvenez de février 56, mais c'était quelque chose. Il y avait moins 15 ou moins 20 ici. Donc, bon, c'est en février 56 que Jean Prouvé propose le montage d'une maison expérimentale sur les bords de la Seine, sur les quais de la Seine, en plein hiver, en février 56. Donc, alors voilà le principe de montage ici. Vous voyez, la phase 1, on installe le soubassement, la base, puis on installe le bloc sanitaire et cuisine au centre, qui est un bloc préfabriqué. Ça c'est intéressant comme idée, de préfabriquer un bloc sanitaire qu'on va venir simplement poser et installer dans la maison. Donc vous voyez les questions, les soucis ce qu'on appelle le second œuvre. Vous savez que le second œuvre, c'est ce qu'on appelle le second œuvre dans le bâtiment, c'est ce qui suit le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est le bâti, c'est la construction maçonnée. Le second œuvre, c'est tout ce qui vient après. Donc menuiserie, plomberie, électricité, tout ça, c'est second œuvre. Et vous savez à quel point, quand on construit comme ça, c'est la croix et la bannière pour réunir tout le monde sur le chantier. Bon, donc l'idée de concevoir des équipements comme ça, de second œuvre préfabriqués, et qu'on vient simplement poser, c'est une idée très novatrice et très fructueuse si elle avait été appliquée à grande échelle. Charlotte Perriand l'appliquera aussi dans les années 60 à la station de ski des Arcs, dont je vous parlerai quand je vous parlerai de Charlotte Perriand. Alors ici donc, après on pose la toiture et puis on clôture l'ensemble avec des panneaux et voilà, le tour est joué et c'est là aussi conçu pour être monté très rapidement avec 2 ouvriers en un jour ou 2. Voilà le plan. Vous voyez donc 54 mètres carrés, si je me souviens bien, en gros, avec la partie jour ici, donc séjour et cuisine. Vous voyez ici le bloc cuisine, je crois, et là le bloc sanitaire. Ça c'est la partie cuisine, ça c'est la partie salon, séjour, et ça c'est la partie couchage, nuit, avec 2 chambres. Donc c'est conçu, vous voyez, pour une petite famille. On peut imaginer 2 à 4 personnes dans cet habitat de dimension, certes pas extraordinaire, mais enfin 54 mètres carrés, c'est pas négligeable dans le Paris de l'époque. Donc c'est pas rien quand même. Vous voyez ici le soleil, souci d'orientation et de pénétration de la lumière, on est dans les mêmes préoccupations que le Corbusier à la même époque avec sa cité radieuse, tout ça. Donc ces architectes ils partagent tous les mêmes préoccupations de fournir à la population des conditions de logis exemplaires à tout point de vue, à la fois en termes d'équipement, en termes d'orientation et de localisation des lieux. Et voici, vous voyez, le jour de l'expérimentation, le 21 février 1956, avec le froid ça devait vraiment peler ce jour-là, sur les bords de la Seine, et vous voyez ici l'arrivée du bloc cuisine. Il y a même les casseroles en place. Elles sont là, elles sont prêtes. Donc, tout ça arrive par camion. On l'installe avec une grue. Vous voyez, et vous voyez l'abbé Pierre là. Voilà. Et vous voyez que c'est bien. Il n'y a que 2 ouvriers qui manipulent le truc et qui vont le poser dans l'emplacement prévu ici. Voilà. Donc, c'est vrai, facilité d'installation, facilité de mise en œuvre de ces matériaux. Et puis voilà terminé cet exemplaire donc qui est resté hélas unique parce que le ministère n'a pas suivi. Voilà toujours le problème de l'administration. Donc le Corbusier salue cette réalisation, vous voyez,
avec une formule, je crois, tout à fait sympathique, hein, donc le type de construction qui n'est pas encore accepté par la loi, mais qui est réclamé par l'époque où nous vivons. Et effectivement, ne sera pas accepté par la loi, parce que finalement, le ministère trouvera que le bloc sanitaire installé au milieu de la maison, avec les sanitaires donnant sur le salon, c'est pas acceptable. Donc il refusera de donner son quitus à cette réalisation, et donc il n'y aura pas de commandes qui suivront. Alors qu'on avait là des formules tout à fait intéressantes pour loger à un prix raisonnable des populations en manque de logement. Bon, voilà. On est dans ce contexte-là, hein, n'oubliez jamais que toute expérience de construction est soumise à l'agrément des pouvoirs publics. On n'est pas dans un pays où on peut planter n'importe quoi, n'importe comment, ce qui est tout à fait souhaitable. Il faut que les choses soient contrôlées, mais souvent la pesanteur de l'administration et le conservatisme de l'administration a freiné beaucoup de projets qui étaient très prometteurs. Voilà des photos couleurs aujourd'hui prises dans ces galeries où il y a aujourd'hui, où on a pris soin de récupérer ces maisons expérimentales et de les exposer, et éventuellement de les mettre en vente, à prix d'or, bien sûr, aujourd'hui. Vous voyez le bloc sanitaire ici, hein, et vous voyez ici le meuble, vous voyez les meubles de la main de Prouvé là, hein, c'est le design Prouvé là. Tout est de Prouvé là-dedans. Et il a même imaginé, à la même époque, des maisons tropicales pour ce qui était à l'époque encore des colonies françaises, hein, le Congo-Brazzaville ou bien la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, où il a proposé un certain nombre de formules d'habitat qu'il voulait, là encore, peu onéreuses, transportables par camion, par avion de métropole, parce que bon, il n'y avait pas les moyens de fabriquer en Afrique, mais transportable facilement en avion, et puis transportable par camion pour être monté sur place. Là encore, la formule n'a pas mordu, et ces bâtiments sont restés des exemplaires un peu uniques, tout à fait intéressants comme prototypes. Ce sont des prototypes, on va les considérer comme ça, mais qui n'ont pas pu recevoir d'application plus large. Et puis voilà, donc dans ces mêmes années, j'en profite pour vous montrer un peu le personnage, qui est tout à fait sympathique. C'était quelqu'un de très simple, hein, Jean Prouvé, qui vraiment ne faisait pas de chichi, c'était pas du tout un architecte flamboyant, et il s'est construit. Je vous montre cette photo parce que tout est de sa main là-dedans. C'est sa maison à Nancy, où il a également son atelier. J'ai oublié de le dire, mais depuis les années 20, il a fondé un atelier de fabrication où il applique donc ses théories avec des ouvriers qui considèrent comme des collaborateurs. Hein, c'est des ateliers à la bonne franquette, où il n'y a pas de hiérarchie, où on conçoit, on fabrique ensemble, on discute. Donc c'est vraiment un atelier au sens presque, je dirais, des ateliers d'artistes de la Renaissance, hein, où on travaille, on collabore. Et donc cette simplicité du personnage, je crois, se reflète dans son habitat, où il a utilisé tout simplement les mêmes matériaux qu'il proposait pour ses maisons expérimentales. Vous reconnaissez les tôles perforées en acier, et les tôles qu'il utilise, enfin les éléments de clôture qu'il utilise dans les différents modèles qu'il a proposés. Il est installé dans son fauteuil cité, là, que vous avez vu tout à l'heure, la table avec ses piétements également en acier, là, vous voyez. Donc il est chez lui, dans son environnement, et je dirais le seul luxe qu'il se permet, c'est qu'il aimait bien pétarader sur les routes. À l'époque, il n'y avait pas de limitation, vous savez. Vous avez pas trop connu cette époque extraordinaire où il n'y avait pas de limitation de vitesse sur les routes. Et donc, son luxe à lui, c'était une petite voiture de sport anglaise, vous voyez, un cabriolet anglais décapotable. Il adorait aller de Paris à Nancy sur la Nationale 4 à fond la caisse. C'était le seul luxe qu'on lui connaisse, vraiment. Le reste de sa vie, c'était vraiment une très grande simplicité.
Voilà. Alors, nous parlons des meubles, les voilà les meubles. Alors les meubles de Jean Prouvé sont aujourd'hui très, très connus. Même, je pense que vous allez reconnaître les choses que vous connaissez, mais sont passées, évidemment, comment dire, elles ont été diffusées très largement. Si je vous montre cette image qui est un peu floue, je l'avoue, c'est parce qu'il figure ici, vous voyez, vous pouvez lire ici, édition Steph Simon. Alors Steph Simon, c'est une galerie qui a été fondée à Paris, boulevard Saint-Germain, donc quartier chic, on va dire, hein, quartier. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art et à la création, Saint-Germain-des-Prés et autres. Donc, dans ce quartier-là, Steph Simon, qui est un ingénieur par ailleurs, a conçu l'idée d'aménager une galerie-magasin qui serait à la fois un lieu d'exposition des productions de ces stylistes ou de ces designers, que sont donc Jean Prouvé, Charlotte Perriand et d'autres, qui à l'époque, donc c'est le fameux design des années 50, et qu'aujourd'hui on s'arrache à prix d'or, il s'est fabriqué à ce moment-là. Et donc c'est vers 56, je crois, ou par là, bon, j'ai perdu la date, non, un peu plus tard, au début des années 60, que le magasin a été fondé et que donc les Parisiens pouvaient voir là toutes ces créations de Jean Prouvé notamment. Et ils avaient même imaginé un bureau d'études qui permettait à certains clients de venir et comment dire, à l'intérieur, un aménagement particulier. Donc c'était l'idée d'architecture d'intérieur à la commande, avec des meubles de designer. Voilà un peu le concept général de cette galerie qui a fonctionné pendant une douzaine une douzaine d'années environ, où finalement, bon, ça s'est étiolé et ils ont dû fermer. Je précise qu'à la même époque, un peu, pour que vous compreniez un peu aussi l'esprit du temps, en 1951 exactement, quelque part en Suède, est fondée l'entreprise Ikea. C'est les débuts d'Ikea. Donc, c'est le début de la conception pour les masses, pour le grand public, d'un meuble design, bon marché, et auquel on a accès grâce aux kits de montage qui permettent d'abaisser le coût, puisque vous supprimez la main-d'œuvre qu'il faut pour monter le meuble. Donc du coup, c'est le client qui fournit le coût du montage, hein, et le tour est joué. C'est ça le génie d'IKEA. Mais en même temps, c'est l'application du design scandinave. C'est-à-dire que IKEA va recueillir le fruit du travail de tous ces designers et architectes d'intérieur qui ont travaillé dans les pays scandinaves à l'époque, depuis les années 30, soit en Suède, soit en Finlande, soit au Danemark. Et je pense en particulier à Alvar Aalto, le grand architecte finlandais, qui est un des grands créateurs du design scandinave. Alors, voilà des exemples de ces meubles de Prouvé, d'époque donc, qui aujourd'hui, évidemment, ne sont pas à la portée de toutes les bourses, hein, alors qu'ils ont été conçus, évidemment, pour être très bon marché, hein, avec des matériaux très simples, comme ici, donc toujours l'acier, et puis ici du bois. Voilà la chaise standard de 1934, avec en particulier, vous voyez, l'assise en bois ici, donc vous reconnaissez là beaucoup de chaises qui vont devenir communes dans les écoles, dans les bureaux, dans l'administration. Oui, mais à l'époque c'est nouveau. Tout ça a été conçu dans les années 30 avec, vous voyez, du bois plié et des tubes ou de l'acier plié, des montants, donc une assise en bois, un dossier en bois, des matériaux très simples que l'on sait fabriquer très facilement à l'époque. Et je voudrais en profiter pour vous montrer un point de comparaison intéressant. Vous avez à droite le design de Jean Prouvé, en tout cas le design, je n'ose pas trop employer le mot pour lui, je dirais la conception que Jean Prouvé a des meubles. Et puis vous avez à gauche des incontournables du design du XXe siècle, un des sièges conçus donc par Mies van der Rohe au Bauhaus.
Et alors, je voudrais attirer votre attention sur deux conceptions différentes du design. Dans l'un, ici, vous voyez, chez Mies, le souci principal, c'est en quelque sorte d'escamoter, de faire disparaître la sensation d'effort et de pesanteur. Grâce à ces tubes d'acier chromé, tout le poids est reporté sur des appuis, vous voyez, très légers, et vous voyez qu'il n'y a pas, bon, ici, l'assise repose sur le vide. Et donc, vous avez une sensation de légèreté, c'est la volonté du designer, de faire disparaître les pieds porteurs, en quelque sorte. Et au contraire, chez Prouvé, vous voyez qu'au contraire, lui, il insiste sur ces pieds porteurs, vous voyez, et qu'il les met en valeur avec ses pliures d'acier, de manière à montrer que c'est bien là que porte le poids, vous voyez. Et donc on a, à la même époque, tout ça c'est de la même époque, hein, les années 30, et donc vous avez là deux conceptions du design. Je ne dis pas qu'elles sont absolument contradictoires, mais elles sont en parallèle, c'est pas les mêmes concepts. Voilà d'autres expériences de matériaux et de formes. L'une qui est une chaîne de jardin exposée à l'Expo universelle de 1937 de Paris, où il expérimente des matériaux comme ici, donc l'acier perforé qui va devenir un de ces matériaux fétiches, et du rhodoïde, donc une matière artificielle, synthétique, qui sert jusque-là en photo, l'acétate, vous voyez, les films de photos, qui sont très inflammables d'ailleurs, et qu'il expérimente pour en faire donc dossier et assise d'un fauteuil. Expérience qui tourne court. Mais ici par contre un fauteuil qui sera assez populaire, fauteuil grand repos, également, vous voyez, qui a l'air vraiment très confortable. À l'époque où Charlotte Perriand conçoit, elle, sa fameuse chaise longue de grand confort aussi. Et puis, pupitre scolaire, un de ses principaux commanditaires, ça va être le ministère de l'Éducation nationale, qui va lui commander, faire à divers niveaux, y avoir des commandes publiques d'écoles ou d'établissements d'enseignement, comme ici les NP de Metz avant-guerre, les NP, École nationale professionnelle, c'était également à Tarbes, hein, le lycée Jean Dupuy, avant de s'appeler lycée Jean Dupuy, s'est appelé École nationale professionnelle. Donc, il y a eu la création comme ça, dans un esprit de modernisation de l'enseignement vers les sciences et les techniques, des établissements du second degré qui donc se sont équipés à ce moment-là. Et donc, Jean Prouvé a répondu à cette commande. Et alors, son tour de force, c'est de remplacer ici, vous voyez, il fait un pupitre et un siège à 2 places. Donc, si vous calculez bien, dans des meubles normaux, habituels, il vous faut 4 pieds pour une chaise, 4 pieds pour l'autre, et au moins 4 pieds pour la table. Et si vous avez 2 tables séparées, ça fait 8. Donc, en tout, il faut 12 à 16 pieds pour asseoir 2 types. Et lui, il a résolu la question en faisant une assise intégrée, vous voyez, où, grâce à son acier plié, il vous propose un pupitre et deux sièges avec 4 pieds. Donc l'économie de moyens, là encore, toujours ce souci de trouver des formules qui permettent de répondre un peu aux besoins de l'époque. Alors il va multiplier les inventions formelles tout à fait intéressantes, comme la fameuse table compas qui va figurer dans beaucoup d'établissements scolaires. Vous voyez, avec des couleurs pimpantes en plus, tout à fait dans l'esprit années 50. Et puis là, lui aussi, il s'attaque à la question du montage des meubles, comme chez Ikea. Vous voyez, donc c'est exactement, si vous visitez un jour le musée en Finlande d'Alvar Aalto, vous verrez exactement le même genre de siège conçu par Alvar Aalto, lui, avant-guerre déjà. Dès les années 30, il avait déjà conçu ça. Mais vous voyez qu'on est dans le même esprit d'essayer de concevoir des meubles utilisables très facilement et montages qu'on peut monter très facilement,
ce qui permet aussi d'imaginer de les vendre comme ça au grand public avec une notice explicative. Et puis des étagères qui ont la vertu de pouvoir être installées un peu comme vous le voulez. Vous voyez, c'est l'idée de sortir des grandes étagères massives et installer une fois pour toutes, et au contraire de passer à un ameublement modulable selon les besoins et selon les époques. Et puis dans ces années-là, là encore, ça commence à être le boom de l'architecture universitaire avec la montée en âge des nouvelles générations. Il faut donc concevoir des cités universitaires nouvelles. Une des plus connues de cette époque-là, c'est celle d'Antony, au sud de Paris. Et voilà, justement, vous rappelez celle de Nancy. Ben, c'était 20 ans avant. Alors 20 ans après, vous voyez comment a évolué. Enfin, on voit à la fois l'évolution et les constantes du travail de Prouvé. Alors évidemment, ceci est maintenant précieusement conservé par par l'administration scolaire. La cité d'Antony vient de connaître une rénovation d'ensemble, une réhabilitation des lieux, et l'Académie de Versailles a pris soin quand même. Là, ils ont quand même intuité qu'il y avait de la valeur. Ils ont donc stocké tous les meubles signés, Prouvé ou bien d'autres designers, et ils en ont proposé à la vente récemment, donc aux enchères. Je vais y revenir. Par ailleurs, je précise que Prouvé sait aussi fabriquer des meubles de prestige. Voilà un bureau de type un peu directorial qu'il a conçu dans ces mêmes années. Il n'y a pas que de l'ameublement bon marché pour les établissements publics. Et puis, dans le dernier numéro de Beaux-Arts, j'ai dégoté cette information. Ces deux tables qui étaient à la cité universitaire d'Antony, au réfectoire, ont été vendues chez Drouot le 3 juin, il y a 6 mois, 3 juin 2022, 1,9 million d'exemplaires. Bon, vous voyez, donc, le changement de cote, donc on est aujourd'hui, bon là c'est bon, on est vraiment dans la spéculation pure, qui est celle d'une partie du marché de l'art et de la création aujourd'hui, mais néanmoins, ça vous dit à quel point aujourd'hui on apprécie le travail de Jean Prouvé. Donc ceci a été adjugé donc, de façon exceptionnelle, et c'est justement le Crous, donc les œuvres universitaires de l'Académie de Versailles, qui ont vendu ces meubles de manière à alimenter les caisses du Crous pour équiper d'autres bâtiments. Voilà. Donc j'imagine aussi que les acquéreurs, je ne les connais pas, mais ils ont dû aussi faire œuvre un petit peu philanthropique en se portant acquéreurs de ces meubles. En tout cas, ça nous amène à parler maintenant, pour la dernière partie, des grandes structures qu'il conçoit en architecture métallique. Alors, une des plus célèbres, mais qui n'existe plus à Paris, c'est le pavillon qu'il a conçu pour le centenaire de l'aluminium, organisé par Péchinet en fait. Ça s'appelait l'aluminium français à l'époque. C'est l'entreprise de Péchinet qui était le fleuron de l'industrie de l'aluminium à l'époque, et qui a donc, à l'occasion du centenaire de l'invention du métal aluminium, organisé une grande expo le long de la Seine, et qui confie donc à Jean Prouvé la réalisation d'un grand pavillon, vous voyez là, qui fait, je crois, à peu près 200 mètres de long, et qui est conçu de façon très simple, avec une ossature constituée, vous voyez, de poutres toujours en acier plié, mais cette fois de grande envergure, reposant sur des poteaux métalliques minces, articulés par des pièces de fonte d'aluminium, ici, cette pièce-là, et également à la base de ces colonnes.
Voilà, donc une structure très simple, mais en même temps très efficace, très rationnelle et finalement très élégante. Donc vous voyez quelques photos d'époque. Aujourd'hui, elle n'existe plus, elle a été démontée, elle n'a pas été détruite, et une partie d'entre elles se trouve à Villepinte, au nord de Paris. Autre exemple très très beau, très élégant, qui existe toujours, c'est à Évian, donc en 1957, en collaboration avec Maurice Novarina, cette élégante buvette d'une des sources d'Évian, vous voyez, avec ses béquilles magnifiques, la peinte en rouge, vous voyez, rouge éclatant, qui supporte donc une toiture légèrement incurvée, très élégante, vous voyez, qui se termine par un auvent magnifique, qui est aussi belle de jour que de nuit, vous voyez, par exemple. Bon, vous voyez, c'est quand même la maestria quand même, hein, constructive qui à l'époque a été saluée par ses confrères. Et voilà la fameuse école nomade des villes juifs, donc conçue pour la banlieue de Paris, à l'époque du boom démographique, où donc il faut loger les bambins, et donc on est pris par le temps. Donc on conçoit des écoles temporaires comme celle-ci, dont voilà l'ossature, vous voyez, qu'on peut réaliser là encore de façon très simple, en quelques jours, on imagine, on peut très bien faire face à des besoins particuliers. Et elle est appelée école nomade précisément pour ça, parce qu'elle peut être démontée et transportée ailleurs. Et voilà de l'intérieur. Voilà. Avec notamment ces poteaux en acier perforé, qui sont un peu sa marque de fabrique et sa coquetterie à l'époque. Mais qui sont conçus aussi, c'est fonctionnel, c'est pas qu'une coquetterie. C'est pas qu'un effet plastique, c'est aussi des bouches d'aération. Donc c'est conçu pour que l'air circule. Et puis donc voilà quelque chose qui est très intéressant, c'est le grand hall d'exposition qu'il construit à Lille, où il met en œuvre une technique qui va être, comment dire, reprise plus tard par son disciple, on pourrait dire, Renzo Piano, dans la réalisation de Beaubourg. C'est-à-dire que la façade de ce hall d'exposition repose sur des montants verticaux, que vous voyez ici, qui ont une double fonction. C'est à ces poteaux-là que sont accrochés les éléments de façade. C'est-à-dire cela. Vous voyez une autre photo. Vous voyez les éléments porteurs auxquels sont accrochés les éléments de façade qui sont en grande partie perforés, donc plus légers aussi, pour faire pénétrer la lumière, mais qui sont conçus également pour pouvoir supporter de l'autre côté, vers l'extérieur, des panneaux provisoires de type panneaux publicitaires, de manière à faire des annonces, vous voyez, de grande taille, à la vente du bâtiment. Donc cette ossature porteuse, très légère, très élégante, vous voyez, qui repose sur un mince pied, un pied très mince à la base, là, est articulée de telle sorte qu'elle soutient la façade à l'intérieur et elle peut soutenir des panneaux à l'extérieur. Et donc c'est ce jeu d'équilibre qui a beaucoup intéressé les architectes de l'époque. Malheureusement, ce bâtiment a été démoli dans les années 80, 80 et quelques, lorsque Lille a décidé d'aménager ce quartier qui s'appelle Euralille, là où arrive la gare TGV. C'est devenu un des grands lieux de Lille aujourd'hui. Donc c'est à la place de cette zone-là. Et donc, bon, voilà, un autre exemple maintenant, à l'occasion des JO de Grenoble, Grenoble ville olympique de 68, s'équipe de toutes sortes de bâtiments, notamment un grand hall des expositions, vous voyez, qui repose sur une structure métallique également très légère, de grande portée. Donc voilà, ça c'est pris aujourd'hui, hein, c'est toujours en fonction. Ça s'appelle Alp Expo aujourd'hui, cette zone. Donc vous voyez, un grand hall d'exposition. Et puis, je rappelle au passage,
mais ça on l'a vu dans un cours antérieur, qu'il a participé au fameux chantier du CNIT à la Défense, et que c'est lui qui a conçu donc les grandes façades vitrées, qui à l'époque étaient une véritable révolution, en tout cas un exploit technique, et que donc, à ce titre, il doit être associé à une des réalisations majeures de l'époque. Tout à côté, quelques années après, c'est lui qui est le concepteur de l'enveloppe, pas de l'ensemble du bâtiment. La plupart du temps, vous l'avez remarqué, Prouvé est associé à un architecte. Et lui, il est concepteur plutôt de l'ossature et de l'enveloppe, ce qui est le cas ici. L'architecte qui dirige donc le maître d'œuvre officiel, c'est Jean de Mailly, qui a déjà travaillé au CNIT avec lui. Et là, donc, c'est le premier, on peut considérer que c'est le premier gratte-ciel de bureau en France. C'est la fameuse tour Nobel, qui était un peu la porte d'entrée du futur quartier de la Défense qui commence à pousser, là, vous voyez, le CNIT et les premiers gratte-ciel, mais vous voyez, c'est vraiment le tout début. Il y a très peu de choses encore. Et le premier gratte-ciel de bureau se trouvait là, à la sortie du pont quand vous venez de Neuilly, là vous franchissez le pont de Neuilly sur la Seine, et c'était là sur votre gauche. Enfin, c'est toujours là, hein, sur votre gauche. Vous voyez, et vous voyez une photo plus rapprochée qui vous montre, bon, quand même l'élégance de ce bâtiment de bureau, qui donc à l'époque a beaucoup frappé parce que c'était un modèle qui nous venait un peu qui semblait venir des États-Unis, mais tout ça est contemporain, hein, c'est contemporain des gratte-ciel de bureaux vitrés de Park Avenue à New York. Donc on est là dans une typologie d'immeubles qui à l'époque est absolument nouvelle dans notre pays. Et également, et là c'est un peu vraiment ces derniers travaux, hein, on est dans les années 68-71, c'est lui qui va concevoir cette fameuse façade ondulante du siège du Parti communiste de la place du Colonel Fabien, qui a été conçue par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, dont je vous ai parlé aussi à l'occasion de Royan. Donc Oscar Niemeyer qui à l'époque était exilé en France, et puisque c'est le régime des colonels à l'époque au Brésil, la dictature militaire, et que Oscar Niemeyer, en tant que sympathisant ou membre du Parti communiste brésilien, a fui le pays et donc est venu se réfugier en Europe, et notamment en France, où le Parti communiste français lui a offert un certain nombre de commandes à Paris, ici, puis je vous ai parlé aussi du Havre, où il a conçu une maison de la culture à la même époque. Donc voilà. Et puis pour terminer là-dessus, aspect tout à fait inattendu, Total, dont on parle beaucoup ces temps-ci, Total donc à l'époque, fin des années 60, se lance dans une politique également novatrice et veut marquer les esprits à une époque du pétrole roi, hein, les années 60 et avant le choc pétrolier là. Et veut couvrir le pays de nouvelles stations-service, d'un nouveau concept de station-service, avec justement l'idée de légèreté et éventuellement de déplacement des stations-service en fonction des besoins et du trafic. Et donc Prouvé va soumissionner à ce concours. Il va proposer donc ces stations tout à fait originales, de type un peu, je ne sais pas si c'est plus qu'octogonal, je ne sais plus, il doit y avoir de multiples côtés, en forme de rotonde en tout cas, qui vont jalonner certains axes routiers, notamment ici, vous voyez, à la sortie de Chartres. Elle est restée dans son état, vous voyez, et donc c'est presque un monument historique. Et voilà la structure interne, vous voyez, de ces rotondes de stations-service, qui s'inspire un peu des manèges, la structure des manèges, qui intéresse aussi Charlotte Perriand à l'époque. Et voilà, de plus près, vous voyez. En voilà un autre exemple à Nantes, qui est devenu un bureau d'accueil du tourisme. Donc il y en a comme ça plusieurs exemplaires qui existent encore et qui sont donc fonctionnels. Et puis,
Il en a conçu d'autres avec une forme différente, plutôt en forme de toiture, en forme de coque, dont vous avez un très bel exemplaire ici conservé au musée Vitra. Alors là, c'est aussi une adresse, j'en profite pour le dire, si vous avez l'occasion, au cours de vos voyages, d'aller vers Bâle, en Suisse, Mulhouse, Bâle, ne manquez pas de vous arrêter à l'usine Vitra, qui est une usine, donc ça se trouve à Weil am Rhein. C'est la première, quand on sort de Bâle en suivant le Rhin, vous savez que le Rhin passe à Bâle, fait un grand coude et il rentre en Alsace. À la sortie de Bâle, vous rentrez en Allemagne d'un côté et en France de l'autre. Et en Allemagne, vous arrivez dans Weil am Rhein. Et là, il y a l'usine Vitra. Vitra, c'est très important pour nous. Ce sont les éditeurs des designers. Notamment, tous les meubles de Jean Prouvé sont édités par Vitra. Donc si vous avez, vous faire un petit plaisir un de ces jours et vous achetez un siège confort de Prouvé, vous pouvez acheter à un prix abordable, je veux dire, quelque chose chez Vitra. Voilà. Mais par ailleurs, Vitra, c'est très intéressant parce que les patrons de Vitra sont des amoureux de l'architecture moderne et contemporaine. Et ils ont conçu leur usine comme un assemblage de chefs-d'œuvre, de petits chefs-d'œuvre des grands architectes du XXe siècle. Donc vous avez donc Prouvé, mais vous avez Renzo Piano, vous avez Zaha Hadid, vous avez Tadao Ando. Mais, bon, un aréopage de grands architectes d'aujourd'hui qui ont tous contribué à l'aménagement de l'usine avec ses ateliers de fabrication, zones de stockage. Et il y a même un musée où on peut donc avoir des pièces particulières. Et il y a à côté, en plus, conçu par les architectes de Bâle, Herzog et de Meuron, le Vitra Design Museum, qui est dédié exclusivement à l'exposition de modèles de meubles de design. Donc c'est vraiment magnifique. Et là, on peut visiter l'usine, il y a des visites guidées, et vous pouvez parcourir l'usine donc, et voir des pièces aussi intéressantes que celle-ci, qui est donc de Prouvé. Vous voyez l'élégance de ce petit pavillon vitré, qui est une station-service. C'est vraiment très prosaïque, mais c'est en même temps une réalisation magnifique. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une table compas particulière. Bon. Et alors, quand on fouine bien, on s'aperçoit que même ici, il y a une patte Prouvé. Alors, ça c'est la station Total à l'entrée de Vic quand on vient de Tarbes, sur la vieille route. Donc quand on vient de Pujoux, Andrest, on rentre dans Vic et on a la station Total. Et vous voyez la station Total, regardez, vous retrouvez les plaques d'acier perforées, vous retrouvez les toits en forme, vous voyez, un peu ondulés comme chez Vitra, vous avez les supports métalliques légers également. Donc un ensemble de critères qui me permettent de dire que là, on n'est pas loin de Prouvé. Alors là où j'en suis de mon enquête, qui n'est pas simple, c'est que j'ai la date 73, elle a été construite en 73. Donc 73, on est dans le créneau chronologique des stations de Prouvé. Je suis à la recherche du permis de construire. La mairie de Vic m'a dit qu'il ne l'avait plus, qu'il n'avait pas, ce qui m'étonne un peu parce qu'ils sont censés les conserver. Je vais aller voir du côté des archives départementales si j'y mets la main dessus. Si j'arrive à mettre la main dessus, je pourrais peut-être vous donner un jour le nom de l'architecte s'il y figure. Ça m'étonnerait que ce soit Prouvé. Mais ça peut être quelqu'un qui a été influencé par Prouvé. Donc en tout cas, vous avez une très belle station-service, très élégante. Il ne faut pas négliger l'architecture comme ça, très ordinaire, des petits édifices qui jalonnent les routes et les axes routiers. Il y a tout un florilège comme ça de bâtiments qui sont tout à fait intéressants. Voilà, et pour terminer, en conclusion, quel héritage,
Est-ce qu'il a laissé... Bien sûr, bon, aujourd'hui, il est reconnu comme un des grands constructeurs du XXe siècle. Et bon, tout le monde lui tire sa révérence. Parmi donc les choses importantes qu'il a faites à la fin de sa vie, il y a son enseignement, donc, comme je vous le disais, aux arts et métiers, où le jeune Renzo Piano est venu s'abreuver un peu et en a tiré largement parti. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.